Bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Merci de vous connecter aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir vous présenter, vous représenter un peu l'appel à manifestation d'intérêt sur le catalogue du SNDS et de présenter un peu le dossier de candidature, ses annexes, la convention de collaboration et ensuite on va pouvoir répondre aux questions que vous auriez sur toute cette démarche. Avant de vous représenter l'AMI, on a mis quelques slides de rappel de contexte sur le Health Data Hub, le SNDS et le catalogue. Pour pouvoir contextualiser un petit peu, le Health Data Hub, c'est une structure publique qui a pour objectif de faciliter l'accès aux données et faciliter leur réutilisation pour des projets de santé d'intérêt public. Et pour ça, le Health Data Hub est un guichet unique sur les données de santé en France. Il met à disposition un catalogue de données qui inclut une des plus grandes bases médico-administratives et une plateforme sécurisée et à l'état de l'art pour réaliser ces projets justement d'intérêt public. Le Data Hub permet l'accès au SNDS, donc le Système national des données de santé. Le Système national des données de santé, il est issu de l'évolution de plusieurs bases de données. Donc il y a d'abord, depuis 1982, le PMSI, qui est le projet de médicalisation des systèmes d'information, qui permet de récupérer les données sur les séjours hospitaliers. Il a été enrichi en 1999 avec les données de remboursement de l'assurance maladie, et donc il y a la création du SNIRAM. Et depuis 2016, le SNDS a été créé, donc le Système national des données de santé, qui permet de réunir les données des séjours hospitaliers, toutes les données de remboursement de l'assurance maladie, les causes de décès, et aussi les données sur le handicap et les données de remboursement de l'assurance maladie complémentaire. Et le SNDS, il permet d'avoir une vision complète du parcours de soins de l'ensemble de la population française. C'est des données qui sont pseudonymisées. Et en 2019, il a été élargi. Et donc, on parle de la base principale du SNDS et du catalogue du SNDS. Le SNDS, la base principale du SNDS comprend les trois bases dont je viens de vous parler, qui sont le SNDS historique et deux autres bases de données qui sont exhaustives, qui portent sur les données du Covid. Donc ça, c'est des données qui sont exhaustives sur la population française. Et à cette base principale du SNDS s'ajoute le catalogue qui rassemble des copies de bases de données de santé qui sont jugées pertinentes pour la recherche et l'innovation. Il y en a actuellement 22 qui sont inscrites dans ce catalogue du SNDS. Et c'est des bases de données qui sont sélectionnées par un comité stratégique, donc le comité stratégique des données de santé, qui est géré par le ministère de la Santé et qui permet d'estimer la pertinence scientifique de ces bases de données, qui sont aussi évaluées par la CNIL pour évaluer leur conformité réglementaire. Et donc, c'est sur ces bases de données-là, du catalogue, que porte notre AMI, qui a pour objectif de concrétiser et de valoriser ce catalogue de données en permettant d'identifier et de soutenir des cas d'usage concrets de ces bases de données. Et donc, pour ça, on propose au projet lauréat un accompagnement jusqu'à 100 000 € et 24 mois, et on pourra avoir jusqu'à 25 projets lauréats. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a 22 bases de données qui sont inscrites au catalogue. Et sur ces 22 bases de données, il y en a 17 qui seront disponibles pour l'appel à projet, qui portent sur 8 thématiques. Donc, il y a 8 bases de données en cancérologie. Il y en a 3 sur les données de médecine d'urgence. Il y en a une sur les données de médecine de ville, une sur les maladies rares, une autre sur les restes à charge, une sur les maladies neurodégénératives, une en ophtalmologie et une sur les maladies métaboliques. Et si on clique sur le lien qui est là, est-ce qu'on voit sur le site du HDH, quand on va dans Découvrir le catalogue et dans l'onglet Catalogue de données, vous avez accès à des descriptions de ces bases de données qui sont disponibles dans l'AMI, avec un ensemble d'informations sur cette base de données, qui en est responsable, quel en est son objectif, l'effectif, la profondeur historique et un ensemble de données qui vous permettent de savoir quel est le contenu de cette base et si elle permet de répondre à votre projet.
Et donc, si on avance un peu dans cette AMI, on va parler un peu du dossier de candidature et avant tout des critères d'éligibilité. Toutes les informations que je vous donne sur les prochaines slides, elles sont disponibles dans le cahier des charges de l'AMI, qui est disponible sur notre site. Donc, on a une page qui est dédiée et on va pouvoir vous mettre le lien dans le chat qui permet de décrire le projet, sa constitution et les critères d'éligibilité et les critères de sélection. Donc, si on passe un peu sur les critères d'éligibilité, les dossiers doivent être déposés sur la plateforme Démarche simplifiée. Il faut pouvoir être éligible que le dossier soit complet, soumis dans le délai qui est imparti. Et donc, vous avez jusqu'au 11 mai pour déposer votre dossier sur la plateforme Démarche simplifiée. Le projet doit porter sur une des bases de données du catalogue, qui peut être appariée ou non à la base principale du SNDS, avec un budget jusqu'à 100 000 euros, sur une durée qui ne peut pas excéder 24 mois à compter de la signature de la convention de collaboration. Et ça, on reviendra sur ce point à la fin de la présentation. Et il faut que les dépenses qui sont proposées dans le dossier de candidature ne soient pas déjà... que les travaux qui sont proposés ne soient pas déjà financés par des financements publics. Les porteurs de projets qui peuvent candidater peuvent être privés ou publics, à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Et dans un cas de projet collaboratif ou dans un projet multipartenaire, il faudra désigner un chef de file pour pouvoir porter le projet. Pour les projets qui sont éligibles, on a ensuite plusieurs critères de sélection. Donc, on va regarder les bénéfices attendus, le caractère innovant du projet, la pertinence des données qui sont mobilisées pour la réalisation du projet, la capacité des porteurs de projet à mener à bien le projet qu'ils ont déposé et la faisabilité et la maturité technique. On fera aussi attention à la démarche d'open science, d'open access, de mise à disposition des résultats en open science dans la philosophie du HDH. Ça veut dire que les documentations, algorithmes, programmes et les résultats devront être mis en open source si c'est possible. Si on fait un zoom sur les critères d'évaluation, donc ce que je vous disais, on regardera les bénéfices attendus du projet. Donc, il faudra justifier du projet en expliquant la problématique de façon claire et pourquoi le projet peut y répondre. Décrire aussi pourquoi la base de données qui est proposée, elle permet de répondre à cette question-là. Il faudra documenter aussi le caractère innovant du projet qui est porté pour répondre à cette question et la valeur ajoutée qu'il peut proposer. Ce que je vous dis, c'est qu'on fera attention à la pertinence des données mobilisées. Donc, est-ce que les données qui sont demandées pour réaliser le projet, elles sont cohérentes avec la question qui est posée? Est-ce qu'il y a déjà des démarches qui sont en cours pour y accéder? S'il y a des limites, il faudra être capable de les identifier et peut-être de proposer des solutions pour pouvoir les contourner. On regardera aussi la faisabilité et le réalisme technique du projet avec une vision claire et jalonnée. Est-ce que la description détaillée de la méthodologie, elle est cohérente? Est-ce que les postes de dépenses sont clairement détaillés? Et on regardera aussi la capacité de l'équipe à porter le projet. Est-ce que c'est une équipe qui travaille déjà sur ce sujet? Est-ce qu'il y a déjà des premiers travaux qui ont été réalisés? Et est-ce que la demande d'accompagnement qui est portée, elle est cohérente? Et donc, pour les projets qui seront lauréats, il y aura un accompagnement proposé par le HDH sur différents sujets. Donc, il y aura le soutien financier, ce qu'on dit jusqu'à 100 000 euros, qui sera encadré par la signature d'une convention avec le HDH. Il y aura un accompagnement des porteurs de projets dans les démarches d'accès aux données du catalogue. La mise à disposition de la plateforme technologique du HDH pour pouvoir utiliser les données. Et ça, c'est pareil, c'est soumis à une convention qui sera signée avec le HDH. Et ensuite, un soutien dans l'ouverture des résultats et leur diffusion. On y reviendra à la fin, mais on a un kit qui permet de bien comprendre et de vous accompagner sur l'accès aux données du catalogue, des données du catalogue du SNDS. Comment candidater? La limite de dépôt des candidatures, donc c'est le 11 mai sur la plateforme Démarche simplifiée. Ensuite, il y aura un jury qui fera une analyse des dossiers et qui se réunira dans un comité de sélection.
Et donc ça aura lieu au mois de juin. Et au mois de fin juin ou début juillet, on pourra annoncer les projets lauréats. Si on fait un peu un focus sur le dossier de candidature, il est composé de plusieurs éléments. Donc, il y a un formulaire à remplir sur la plateforme Démarche simplifiée qui permet de décrire tous les éléments que je viens de passer sur le projet, sa pertinence et le protocole, etc. Et à ce formulaire s'ajoutent 3 annexes. Une annexe financière, une annexe qui permet de décrire l'expression de besoin des données et une fiche projet. Et c'est Maxime qui va vous présenter l'annexe financière. Merci beaucoup. Je prends le relais du coup sur l'annexe financière. J'espère que vous m'entendez bien à distance. N'hésitez pas à le mentionner dans le chat si je me rapproche de l'écran. Donc effectivement, sur l'annexe financière, dans le dossier de candidature, on vous a proposé donc un exemple d'annexe financière avec quelques éléments qui vous permettent de faciliter la complétion. L'idée, c'est de pouvoir justement revenir sur ces éléments et les adapter en fonction des spécificités de votre projet. Globalement, les coûts qui sont admissibles au regard du règlement financier du LZE, donc les coûts directs sont composés de dépenses de personnel et autres coûts directs, donc par exemple des licences, des logiciels, des droits d'auteur, ce genre de choses, mais également vous pouvez intégrer dans l'annexe financière les différents coûts indirects. Ça peut être aussi de la prestation, par exemple, si jamais vous en avez besoin. On va aller un petit peu plus loin, je vais assez vite sur ces éléments théoriques. De toute façon, le support vous sera communiqué à l'issue de ce webinaire. Je vous de passer, merci beaucoup. Donc, aux grands principes sur lesquels repose donc, le financement qui est apporté par le Health Data Hub, ça vous permettra de comprendre aussi un petit peu la philosophie dans laquelle on s'inscrit. Globalement, évidemment, le taux de financement, c'est une obligation qu'on a. Au regard finalement de la réglementation d'aide d'État, on est obligé de faire une première analyse qui sera réalisée par nos équipes sur la base de vos éléments, évidemment, pour voir jusqu'à où on peut aller en termes de financement. En général, on est à 100%, et ça correspond donc à la proposition que vous allez nous transmettre dans le dossier de candidature. L'échéancier, je reviens dessus plus en détail après, mais l'échéancier, c'est-à-dire qu'effectivement, côté LZF, les projets qui seront lauréats, nous, on verse en début de phase. Donc, dans l'annexe financière, vous avez différentes phases. L'idée, c'est d'avoir un peu des grands jalons. Et en début de phase, nous, on vient verser les éléments qui ont été fléchés et qui ont été décrits dans votre projet. On applique une rétention sur chacune de ces phases. La rétention, elle correspond à 20% du montant du financement et elle est libérée finalement à la fin du projet. L'idée, c'est de pouvoir effectivement s'assurer que les différents engagements sont respectés réciproquement, les nôtres comme les vôtres, et de voir aussi à l'issue du projet s'il n'y a pas eu des déviations, des choses qui ont bougé. Ça nous permet de pouvoir ajuster finalement la prévision, les financières qui ont été fournies et travaillées avec nos équipes, avec le réel, ce qui aura été réellement consommé dans le projet. Quatrième pilier, les justificatifs. Effectivement, on est sur l'argent public, donc l'idée c'est de pouvoir aussi justifier ces différentes dépenses. Étant donné qu'on finance en amont, l'idée c'est d'avoir un certain nombre de justificatifs préalablement pour pouvoir avoir l'idée qui serait la plus proche de la réalité. Et à l'issue de chaque phase, on demandera des justificatifs complémentaires pour pouvoir justement s'assurer que telle dépense a bien eu lieu et permettre finalement un bon fléchage de l'argent public. Rapidement, parce que ce n'est pas forcément l'objectif de la session sur ces justificatifs, en tout cas sur ce slide, on vous a remis les différents éléments qui peuvent être demandés pour pouvoir attester des différentes sommes qui sont demandées. L'idée, c'est finalement que chacune des dépenses, chacune des lignes, elle soit justifiée et qu'on puisse avoir, en cas de contrôle, un document qui atteste finalement du montant, du nombre de jours, par exemple, qui sera demandé. Je vous propose de continuer avec une petite mise en application, ça sera un peu plus clair. Ça, c'est le document qui est téléchargeable depuis Démarche simplifiée et qui va vous permettre de réaliser votre demande de financement. Globalement, c'est un tableau Excel. Vous avez un premier onglet fiche d'identité avec les premiers éléments qui sont à annoter, avec les éléments descriptifs du projet. Et en fait, ensuite, l'annexe financière, elle se décompose avec deux visions, si vous voulez. On a les onglets qui vont être les onglets étapes 1, 2 et 3, comme on l'affiche à l'écran. L'idée, c'est de venir compléter les différentes dépenses qui vont être nécessaires en fonction des jalons de votre projet. Vous avez un calendrier, donc essayez de respecter un peu ce calendrier en fonction des différentes étapes et de compléter ces différents éléments.
Ce qui va être intéressant, c'est qu'à l'issue de cette complétion, donc sur étape 1, 2 et 3, vous allez avoir une consolidation qui va se générer automatiquement sur cet onglet, merci beaucoup, et qui vous permet de voir finalement l'échéancier. Donc là, typiquement, sur cet exemple, on voit qu'on a 3 étapes. Si je prends la ligne qui s'affiche à l'écran, c'est un peu en petit, mais disons que sur le partenaire 1, on a 91 200 € qui sont identifiés. Sur le premier versement qui arrivera donc en début d'étape, donc le 1er 10 2024 sur l'exemple, on aura donc les 80% qui seront libérés. On garde bien les 20% en rétention qui sont versés à l'issue du projet, à la fin du projet. Peut-être en complément, c'est un peu technique. Évidemment, si vous avez des difficultés, toute l'équipe est là pour répondre à vos questions. Dans tous les cas, ces éléments ils permettent au jury de pouvoir vraiment comprendre votre projet, de prendre en compte aussi cette dimension financière qui a aussi une importance. Mais pour les projets qui seront lauréats, nous, on a aussi notre responsabilité le fait de revenir sur ces différents éléments et de les rediscuter et de les étoffer. Donc, dans tous les cas, on est à votre disposition sur ces différents points et on pourra vous accompagner pour que le document soit le plus facile à compléter. Merci. En plus de cette annexe financière, il y a deux autres annexes qui sont à compléter. Donc la première, c'est l'annexe qui permet de décrire l'expression de besoin des données du SNDS. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais on pourra vous transmettre le lien. Il y a un guide qui est en ligne et qui permet de compléter cette expression de besoin, qui permet de décrire l'ensemble des données du SNDS qui seront nécessaires à la réalisation du projet. Et ensuite, il y a une fiche projet à compléter. Ça, c'est pareil, elle permet de décrire rapidement les projets et l'objectif, c'est qu'on puisse mettre sur le site du HDH l'ensemble des projets lauréats et avoir les mêmes éléments de description pour chacun d'entre eux. Et la dernière chose, c'est que pour les projets lauréats, c'est ce qu'on vous disait, il y a une convention de collaboration qui sera signée entre le HDH et le porteur de projet, qui est composée d'un corps de convention et de 3 annexes, et qui sera disponible, elle ne l'est pas encore, mais elle sera disponible sur le site internet du HDH. Cette convention de collaboration, elle n'est pas à fournir dans le cadre du dépôt de projet, mais elle sera obligatoire pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement du HDH. Donc c'est pareil, je la décris rapidement, mais s'il y a plus de questions, je pense qu'elles arriveront un peu plus tard et on sera évidemment disponible pour y répondre. L'objectif de cette convention, c'est de décrire les engagements réciproques du partenaire et du HDH et de décrire plusieurs éléments. Donc d'abord de décrire l'étude qui est réalisée avec justement le calendrier et les différentes étapes du projet. Il y a une partie sur la propriété intellectuelle qui fixe les droits et obligations à la fois du partenaire et du HDH sur ce sujet-là, et qui permet de décrire l'ensemble des résultats qui sont attendus à l'issue de l'étude et qui en sera propriétaire, les licences, etc. Et justement, cette annexe financière sera aussi, alors tu me corriges peut-être, mais elle est peut-être retravaillée entre le dossier de candidature et le moment où on signe la convention de collaboration. Mais on reprend les éléments de cette annexe financière qui a été complétée dans le cadre du dossier de candidature, dans cette convention qui est signée entre le HDH et le partenaire. Peut-être juste pour préciser ce point, pardon. Effectivement, on n'attend pas une annexe financière qui soit totalement finalisée, complètement d'équerre. On sait très bien que ce n'est pas forcément évident. Donc l'idée, c'est simplement qu'on ait le maximum d'informations, plutôt que le jury le maximum d'informations, pour apprécier la qualité de votre dossier. Évidemment, pour les lauréats, ensuite, on a une phase de cadrage qui permet de pouvoir discuter en tout cas de la vision du projet, définir les engagements réciproques, et tout ça, ça rentre dans la convention de collaboration, dont figure l'annexe financière qui sera retravaillée. Donc, il y a bien ce temps-là qui est fait en 2 étapes. Et dernière information, ce que je vous disais, alors ça c'est pareil, c'est disponible sur le site du HDH, mais il y a un kit d'accès qui permet de décrire toutes les étapes d'accès aux bases de données du catalogue. Rapidement, les étapes qui sont décrites dans ce guide, c'est
un peu tous les outils qui sont mis à votre disposition et toutes les étapes. Donc, comment comprendre ce qu'est le catalogue du SNDS un peu plus en détail, comment identifier les bases de données qui sont pertinentes, et ensuite, quelles sont les modalités d'accès aux données, et les démarches à réaliser, et ensuite, concrètement, comment ça se passe pour que ces données, vous puissiez y avoir accès. Pareil, s'il y a des questions, on pourra y répondre plus en détail sur ce sujet ou sur les autres. Et c'est le moment des questions, justement. Vous avez normalement un onglet de chat, questions-réponses, vous pouvez mobiliser, utiliser. On récupère les questions et donc du coup, on les lira et on essaiera au mieux d'y répondre, tout à fait. En complément, dans la discussion du webinaire, vous avez déjà un certain nombre de ressources qui sont précisées. Ça peut vous permettre d'avoir des éléments complémentaires ou d'aller un petit peu plus loin sur certains points qui ont été présentés. N'hésitez pas à les mobiliser de la même manière. Il y a l'adresse générique de l'AMI qui est disponible, sur laquelle toute l'équipe est mobilisée et peut vous répondre. Donc, si jamais les questions ne viennent pas tout de suite, elles viennent plus tard, on reste là. Et on a aussi une FAQ, si jamais il y a des questions qui vous viennent. Est-ce qu'il faut contacter le propriétaire? Oui, non, oui, alors, on a une question qui demande s'il faut contacter le propriétaire des cohortes ou des bases de données, donc pour répondre à l'AMI. En fait, le lien se fera de toute façon assez naturellement, puisqu'on favorise de toute façon toutes les collaborations. Et oui, les responsables des bases de données ou des cohortes seront informés des demandes. Et bien sûr, on essaiera de favoriser les collaborations scientifiques. Donc, on a une autre question. Donc, il y a bien une description des bases de données qui est disponible sur le site Internet. Comment s'assurer de la faisabilité de notre projet en termes de données, donc variables disponibles, effectifs, appariement SNDS, etc. Alors, dans la FAQ, dans l'adresse mail qui vous est communiquée, on essaye au maximum de répondre à ces questions-là. Après, normalement, dans ce qui est décrit sur le site Internet, dans la base de données, un certain nombre de réponses sont déjà disponibles. Ça ne rentre pas toujours dans le détail. Donc, c'est vrai que si vous avez besoin de rentrer beaucoup plus dans le détail, nous, on peut se mettre en lien avec les responsables de données pour essayer de répondre à vos questions. Mais c'est vrai que voilà, on essaie dans la FAQ, en tout cas, de pouvoir répondre le plus précisément possible. Quelle sera la fréquence de cette AMI, s'il vous plaît, par vague comme BOAS ou une fois par an? Pour l'instant, c'est la première vague. C'est la première fois qu'on fait cette AMI, donc on n'a pas beaucoup de visibilité sur le nombre de candidatures qu'on aurait, etc. Mais on espère pouvoir faire des prochaines vagues, et je pense pour l'instant qu'on partirait sur une vague par an, mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr, on a juste cette vague qui est ouverte. Une question sur est-ce qu'il faut que le porteur de projet et les autres partenaires aient fait les formations requises pour l'utilisation du SNDS? Alors, on propose, nous, des ateliers de formation qui sont gratuits, qui sont proposés facultatifs. Après, c'est vrai que c'est une vraie aide pour pouvoir utiliser les données. C'est vraiment des formations qui sont dispensées au cours des projets. Donc, vous pourrez y avoir accès, vous et les partenaires, au même titre que tous les porteurs de projets. Donc, la question qui je peux contacter pour poser les questions sur les détails d'une cohorte. Alors, l'email de contact, il est mis sur le chat. C'est mis sur le chat, et j'ai remis la slide, mais on peut vous le remettre dans le set. C'est animi.catalogue@else-hub.fr. Donc, bonjour, est-ce qu'il est prévu que chaque base de données ait au moins un lauréat, ou bien les projets seront jugés indépendamment de ce type de logique? Les projets seront jugés indépendamment de ce type de logique. Ce sont vraiment les projets qui sont le plus... qui sont vraiment... En fait, dans les critères d'éligibilité, il y aura vraiment la faisabilité technique du projet qui sera pris en compte. Ce sera vraiment le premier élément. Ensuite, bien sûr,
si on peut avoir le plus de bases représentées par des projets pertinents, ce serait le mieux, mais ce n'est pas la logique de l'AMI. Vraiment, la qualité du projet, c'est ce qui sera le plus jugé. Peut-être juste en complément sur cette question qui est hyper intéressante. En dehors du budget que nous, on flèche sur ce type d'appel à manifestation d'intérêt, nous, on se base quand même très clairement sur l'avis du jury. Donc, on n'a pas forcément une logique de place ou de slot, enfin, on l'appelle comme on le veut, mais vraiment d'adéquation avec la philosophie de l'AMI et on se base vraiment sur les recommandations qui sont formulées par le jury constitué d'experts. On a une autre question. Si on bénéficie d'un accès permanent au SNDS, est-ce pris en compte dans les démarches d'accès aux données? Ouais, alors, effectivement, c'est une bonne question. Alors, il y a quelques organismes qui ont accès, enfin, qui ont des accès permanents ou qui, par ailleurs, peuvent avoir aussi déjà bien amorcé les démarches réglementaires. C'est effectivement quelque chose qui est important de mentionner. Alors, a priori, dans l'exemple qui est mentionné, je pense que le jury l'aurait repéré. Mais c'est vrai que tous ces éléments-là qui peuvent permettre de mieux comprendre le dossier, de mieux anticiper le temps que ça va aussi nécessiter sur les démarches réglementaires qui peuvent être, comme vous le savez, chronophages, c'est un vrai plus. L'idée, c'est encore une fois que le jury, quand il découvre votre dossier, qu'il puisse avoir un maximum d'informations. Typiquement, un accès permanent, a priori, ça vous permet, ça limite en tout cas pas mal la durée d'accès. Et c'est vraiment un point intéressant à mettre en avant. Donc effectivement, il faut le mettre en avant et c'est bien pris en compte dans les démarches d'accès. Une autre question sur le financement du personnel. Peut-il être utilisé pour des CDI de la fonction publique? Oui, il n'y a pas d'exclusion sur le financement des coûts RH. Ouais, pour être très clair sur cette notion de financement, ce qu'on fait au HDH ou au Data Hub, c'est de la subvention à l'activité. Donc typiquement, si vous voulez faire financer une partie des activités qui sont réalisées dans le cadre du projet, nous, notre logique, c'est de se dire finalement combien de temps ça va vous demander et quelle est finalement la rémunération associée au profil qui est mobilisé dans le cadre de cette activité. Donc le contrat en tant que tel, nous, ça nous est totalement égal. Je réfléchis s'il y a des exceptions, mais non, je ne pense pas. En tout cas, un CDI, absolument pas. C'est pas du tout problématique, et de la fonction publique non plus. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que c'est des fonctions, nous, on va financer des choses qui sont nécessaires scientifiquement à un projet. L'objectif, il n'est pas que les financements ils soient fléchés vers de la compta ou ce genre de choses. C'est des fonctions support qui préexistent dans vos organisations et pour lesquelles un financement existe déjà. Et donc, l'idée, c'est effectivement qu'on ne soit pas sur du double financement, ce qui serait très problématique, mais plutôt de venir financer de l'activité qui n'aurait pas forcément été programmée si un financement complémentaire ne serait pas débloqué. Alors, une autre question, est-ce qu'un descriptif de la plateforme technique permettant d'accéder aux données est disponible? Environnement de travail, logiciel disponible, installable, etc. Sur le site internet du Health Data Hub, vous avez un certain nombre d'éléments qui vous permettent de découvrir l'environnement technique. Donc, vous avez dans l'onglet Notre offre de service, quand vous êtes sur le site internet du Health Data Hub, vous avez un certain nombre d'onglets qui vous permettent, notamment Starter Kit, dans les Starter Kits ou dans l'offre technologique, Open Science, Bibliothèque ouverte. Donc, c'est vraiment dans notre offre de service. Vous avez des informations qui vous permettront de comprendre un petit peu mieux l'environnement technique qu'on vous propose. Dans tous les cas, si votre projet est éligible et lauréat, vous aurez un accompagnement ad hoc. De toute façon, on ne vous laissera pas seul et on a vraiment un certain nombre d'ateliers avec vocation pédagogique pour vous montrer l'environnement de travail, pour vous montrer votre espace projet. Donc, les projets lauréats seront bien évidemment accompagnés. Alors, détailler la composition du jury. On ne peut pas vous détailler la composition du jury car nous essayons d'éviter tout soudoiement possible. Mais effectivement, il est mis en place par les personnes qui connaissent les secteurs. Donc, on vous a indiqué les 8 thématiques qui sont incluses dans cette AMI. Donc, ce seront des personnes qui sont compétentes pour pouvoir lire les protocoles scientifiques et en tout cas juger de la recevabilité ou non des projets.
Et bien sûr, ça reste, ça reste anonyme. N'hésitez pas à poser encore quelques questions. On est disponible jusqu'à 13 h, alors profitez-en. Évidemment, si tout de suite vous n'avez plus de questions, vous pourrez toujours les reposer via l'adresse de l'AMI Catalogue qui est encore affichée à l'écran. Peut-être juste le temps que les dernières questions arrivent pour préciser le processus, parce que c'est en lien avec la question du jury, et que vous l'ayez en tête. Globalement, en fait, une fois que l'AMI est clôturée, une première phase se met en place, qui est la phase d'éligibilité. C'est des critères qui sont spécifiques, qui concernent plutôt la forme du dossier, la complétion du dossier, qui est opérée par les équipes du LZTAE. Ensuite, on mobilise notre jury justement sur les différents dossiers et en fonction de la volumétrie des dossiers réceptionnés, on aura la mise en place d'un comité de présélection. Si jamais on a peu de dossiers, ce qu'on ne souhaite pas, on ira directement au comité de sélection. L'idée, c'est d'avoir un peu une logique d'entonnoir pour pouvoir passer tous les dossiers qui auront été soumis à l'étude de nos experts et permettre, in fine, d'avoir un certain nombre d'équipes lauréates qu'on puisse ensuite accompagner. Une question, est-il possible de communiquer le support de la présentation d'aujourd'hui et si oui, quand? Alors, le webinaire sera disponible en replay dans les prochains jours. On vous mettra là aussi le lien du replay sur la page de l'AMI. Donc là aussi, vous le retrouvez sur le site internet. Vous retrouvez tous les éléments relatifs à l'AMI dans Explorer le HDH, donc qui est l'un des premiers onglets. Vous avez nos appels à projets. Dans nos appels à projets, vous avez l'appel à projet qui nous concerne, donc l'AMI catalogue SNDS. Là, vous retrouverez non seulement donc, toutes les informations pratiques, mais également les slides qui ont été présentés sur chacune des bases lors de notre événement du 10 avril dernier. Et nous mettrons également le lien vers le replay du webinaire d'aujourd'hui. Vous trouverez aussi donc les slides qui ont été diffusés lors de notre événement du 10 avril qui reprennent les slides d'aujourd'hui. Il y aura en plus l'annexe financière que nous n'avions pas présentée. Donc, ce sera disponible peut-être aujourd'hui ou demain. On pourra vous le communiquer. On vous enverra un mail à ce sujet-là. Merci en tout cas beaucoup de l'intérêt que vous portez à cette AMI. C'est vraiment une première pour le catalogue du SNDS. Donc, on est vraiment très content de voir que ça sollicite autant d'intérêt et de questions. Donc, merci beaucoup. Et puis, on pourra continuer évidemment à répondre à vos questions par mail et on espère recevoir vos projets très nombreux. Il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Est-il prévu que le porteur du projet soit auditionné par le jury? Non, dans le cadre de cette AMI, c'est pas prévu que les porteurs de projet fassent des auditions. Ce sera sur dossier. Je me joins à Alban pour vous remercier. Merci de vos questions, merci de votre intérêt. Merci à tous ceux qui m'ont présenté et répondu aux questions. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui est indiquée si vous avez d'autres questions et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci Clotilde, bonne journée à tous.